Et l'association panafricaine des avocats pour qu'ils ne se limitent plus à des réactions. L'Afrique, les communautés africaines ont besoin d'agir. Et pour agir, ils ont besoin de comprendre. C'est la raison pour laquelle l'affaire Glencore est un prétexte pour les organisations de la société civile au niveau de l'Afrique, mais également pour les journalistes, bien entendu, d'inciter les entreprises multinationales à développer des mécanismes de compliance, des mécanismes de conformité. Donc, au lieu de courir derrière des réparations, au lieu de demander des droits dans des contentieux qui opposent une entreprise multinationale et des pays africains, je pense que nous, organisations de la société civile, les journalistes, mais également les avocats, ont une obligation d'anticiper pour que les entreprises puissent disposer de normes de prévention contre la corruption en leur sein, mais également dans leurs relations avec les États, les organisations de la société civile, mais également avec les fonctionnaires internationaux. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons fait ce plaidoyer pour amener les avocats à aider les communautés à pouvoir défendre leurs droits. Aujourd'hui, l'on nous raconte souvent que l'ITIE a une note de 93 sur 100 en 2021, ce qui est une très bonne note. Mais si on regarde ce qui se passe sur le terrain, les communautés, en réalité, ne profitent pas des ressources qui sont générées par les industries extractives. Au contraire, ils subissent les contre-coups de l'exploitation des ressources extractives, surtout avec des agressions qu'on constate sur l'environnement. Et non seulement il y a des agressions sur l'environnement, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a un rétrécissement de l'espace civique, il y a un rétrécissement, un affaissement de l'état de droit. Donc, fort de tous ces éléments, je pense que nous, organisations de la société civile, mais également les avocats, les journalistes, on a un besoin de revoir un peu notre manière d'engager les combats au niveau africain surtout, qu'on ne soit plus réactif, mais qu'on soit proactif. Au Sénégal, nous avons commencé avec l'affaire Petrotim, en réalité qui n'a pas encore connu son épilogue. Nous l'avions déjà dit aux juges d'instruction, parce que à la suite du non-lieu qui a été rendu par la justice sénégalaise, Transparency International, avec le Forum civil qui le représente au niveau du Sénégal, avait initié des actions au niveau de certaines juridictions en Angleterre, en Australie, aux États-Unis. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a quand même des actions qui sont posées par la juridiction américaine. Et bientôt, nous allons communiquer également sur cette affaire-là. Ça, c'est un exemple de réaction. Le cas Glencore, avec heureusement le doyen Akere Mounan, qui est le bâtonnier, ancien bâtonnier également de l'ordre des avocats du Cameroun, a sauvé l'honneur pour traiter, suivre également cette question au niveau africain, mais également au niveau mondial. Donc, ce qu'on voudrait fondamentalement, que des accompagnements également soient accordés aux journalistes, surtout qui font de l'investigation au niveau africain. Et ça, nous avons fait le plaidoyer à l'endroit de l'Union africaine, à l'endroit également de la CODA, mais également à l'endroit de l'Association africaine des avocats. L'ITIE qui se réunit pour la première fois ici au Sénégal, on a l'impression qu'elle est en train d'esquiver certaines questions, notamment la question de Glencore. Donc elle ne fait plus l'affaire par rapport à ce but. Oui, en fait, ce que nous avons constaté est que Glencore, apparemment, est un des sponsors de ITIE. Et depuis que le scandale ITIE a éclaté, en tout cas, nous n'avons pas entendu l'ITIE prendre position sur l'affaire Glencore. Donc ça a été quand même pour nous une surprise. C'est la raison pour laquelle nous savons très pertinemment que le problème de l'Afrique, c'est un problème de flux financiers illicites. C'est le problème de la corruption, c'est le problème de la criminalité dans les interactions ou bien dans les transactions en matière d'industrie extractive, mais également c'est un problème de prix de transfert qui sont souvent effectués par les multinationales. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons voulu reposer les débats dans un contexte où l'ITIE organise au Sénégal pour la première fois en terre africaine organise une conférence internationale sur la transition énergétique. C'est vrai, la transition énergétique est un agenda international. L'Afrique ne peut pas être en reste, mais l'Afrique également a ses priorités. Et les priorités de l'Afrique en font partie réellement la question des flux financiers illicites, mais également la question de la lutte contre la corruption, la question de la transparence, surtout dans la publication de certains contrats. On dit souvent que oui, les contrats sont publiés, mais attention,
Dans le secteur extractif, il y a des contrats stratégiques, des contrats qui sont signés entre l'État et les entreprises qu'on voit, les co-contractants, mais il y a des contrats pour les sous-traitants. Et ces contrats avec les sous-traitants, généralement, ils ne sont pas publiés. Donc il y a un déficit de transparence à ce niveau-là. La structure qui est logée à la présidence de la République, qu'on appelle le COS-Pétrogaz, qui a pour mission non seulement de faire l'état des lieux du potentiel gazier et pétrolier, mais également de faire l'état des lieux de la situation de référence des projets. Mais même s'il y a des rapports, en tout cas, ces rapports ne sont pas rendus publics. Autrement dit, il y a un déficit de redevabilité du COS-Pétrogaz à l'endroit des citoyens. Et en ce moment-là, on ne parle de transparence. Non, il n'y a pas encore une transparence telle que souhaitée par les organisations de la société civile au niveau du Sénégal. Donc ce sont ces questions-là qu'on a voulu reposer également sur la table, mais pas uniquement de parler seulement de la transition énergétique, alors que même cette transition énergétique, si l'on ne fait pas attention, les pays africains comme la RDC ils seront les plus impactés. Parce que la transition énergétique, telle que voulue par l'Europe, c'est quoi? Éliminer les voitures thermiques au profit également des voitures électriques. Ça nécessite également de la construction à outrance de batteries. Les batteries également qui sont souvent alimentées par le cobalt. Le cobalt qui est produit ici en Afrique, surtout en RDC, avec des conditions désastreuses. Est-ce qu'on a... la RDC s'est préparée à ça? Est-ce que les autres pays également qui sont dans l'Amérique latine se sont préparés également à ça, surtout sur les questions qui touchent également au-delà du cobalt, mais également le lithium? Est-ce qu'également au Sénégal, on a posé le débat sur la possibilité de fabriquer des batteries au niveau du Sénégal avec le système LFP, donc ça veut dire lithium, fer également et phosphate. Nous avons également du phosphate, nous avons également du fer qui n'est pas encore exploité. Pourquoi pas poser également le débat sur le lithium? Donc, il y a toutes ces questions-là, tous ces préalables-là qui ne sont pas encore réglés au niveau du Sénégal. Et on veut plonger directement ou bien accompagner l'agenda mondial, l'agenda global sur la transition énergétique. On n'est pas contre, mais l'Afrique a ses priorités. Et ses priorités, c'est la lutte contre la corruption. Ses priorités, c'est la lutte contre la criminalité économique et financière transnationale. Sa priorité, c'est de lutter contre les prix de transfert. Donc sa priorité, c'est de lutter contre les flux financiers illicites et surtout le recouvrement des avoirs criminels. Vous avez évoqué tout à l'heure la question de la transparence. Le Sénégal est crédité généralement d'une bonne note par l'ITIE, mais on remarque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que les communautés continuent de souffrir. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe? Est-ce qu'il y a un problème d'adéquation entre les critères d'évaluation et la prise en charge des préoccupations véritables des populations? C'est juste que les Africains n'ont pas beaucoup pesé sur les normes de l'ITIE. Les Africains n'ont pas beaucoup pesé sur l'identification et la définition également des normes de l'ITIE. En réalité, nous, notre préoccupation, au-delà, c'est vrai, la question de la transparence, on doit publier également ce que les entreprises doivent publier également ce qu'ils payent, mais également les entreprises doivent réparer ce qu'ils causent comme dommages après l'exploitation, bien au cours de l'exploitation. Ça veut dire la question environnementale. C'est une question cruciale. Au Sénégal, allez-y à Mako, allez-y à Tombronkoto, allez-y à Unare, allez-y dans le Ndendori, allez-y dans le Khoudos. Les populations souffrent de l'exploitation des mines par les entreprises. Est-ce que l'ITIE se préoccupe fondamentalement de cette mauvaise exploitation-là de ces entreprises? Est-ce que l'ITIE se préoccupe de l'externalité négative que génère l'exploitation des mines dans ces différentes zones-là? Qu'en est-il réellement du fonds de réhabilitation de sites miniers? Depuis des années, ce fonds est créé. On dit qu'il y a quelques entreprises qui ont mis de l'argent au niveau de la caisse de dépôt de consignation pour satisfaire les besoins de réhabilitation. Allez-y, allons sur le terrain, regardons réellement s'il y a une réhabilitation. Ça devait être une priorité première de l'ITIE. La question également des fonds qui sont mis en place dans ce secteur minier. Donc la question de la disponibilité des ressources qui doivent bénéficier les populations. Le fonds d'appui et de péréquation n'est pas totalement opérationnel. Le fonds d'appui au développement local, on nous dit qu'il y a des contrats, des conventions qui sont signées entre l'État et les entreprises. On ne connaît pas ces entreprises-là, on ne connaît pas les clauses également de ces conventions et on se permet de mettre en place également un comité national de suivi et d'évaluation de ces fonds d'appui et de développement local. Il y a énormément de questions, alors que les fonds qui intéressent l'État en tant que tel, le fonds d'intervention des agents du ministère, c'est un fonds qui est alimenté. Le fonds d'appui au secteur minier, c'est un fonds qui est alimenté. Alors, ça veut dire quoi? Les entreprises exploitent
l'État profite, les populations trinquent. Je pense que ce sont ces questions-là, fondamentalement, que l'ITIE doit prendre en charge. Et en ce moment-là, on saura que l'ITIE est là pour les populations et non pour les entreprises. Et on réitère ce qu'on avait dit. L'ITIE, le comité national ITIE, dans sa forme, c'est un stage de communication des entreprises.